Je m'appelle Tarek Laguel et je suis responsable de l'antenne Hauts-de-France de l'association Reconnect. Et chez Reconnect, on développe des outils numériques qui favorisent l'inclusion numérique des personnes en situation de précarité. On a créé un coffre-fort numérique qui permet à toutes les personnes en situation de précarité de stocker en toute sécurité une copie dématérialisée de leurs documents administratifs et personnels, et ainsi de lutter contre le non-recours aux droits. L'outil s'adapte au degré d'autonomie du bénéficiaire et permet un partage de ces documents avec un tiers de confiance, donc un travailleur social en général, et dans le but de faciliter et accélérer les démarches administratives. L'outil est accessible depuis notre plateforme www.reconnect.fr et il dispose d'une double entrée. D'un côté, il y a un espace pour le bénéficiaire dans lequel il a accès à ses documents, d'un calendrier de prise de rendez-vous avec rappel et SMS, et d'un onglet dans lequel il peut stocker l'ensemble des coordonnées de ses contacts administratifs et personnels, et d'une partie notes dans laquelle il peut conserver ses identifiants et les mots de passe des différents services publics en ligne. Et de l'autre côté, il y a un espace pour le professionnel dans lequel il a accès à l'ensemble de ses suivis et pour chaque bénéficiaire à toutes les fonctionnalités précédemment évoquées. L'outil est traduit en 3 langues, russe, arabe, anglais, et il existe une possibilité d'interopérabilité entre notre outil et les logiciels métiers, comme c'est le cas par exemple avec le SAMU social de Paris. On ne fait évidemment aucun commerce de nos données et tous les documents sont stockés en France. Et l'outil dispose d'un agrément CNIL et est conforme à la loi RGPD. Et dans le respect de cette loi et dans un souci d'éthique, on a implémenté un bouton qui permet aux bénéficiaires de basculer certains de ses documents de son compte en privé, ce qui a pour conséquence de rendre impossible l'accès à ces documents par les référents sociaux. Le plus important pour nous, en fait, c'est que le bénéficiaire garde en toutes circonstances le contrôle sur tous les éléments de son compte. Et aujourd'hui, Reconnect, c'est plus de 100 000 documents stockés, c'est plus de 12 000 personnes qui ont un compte, et c'est un peu plus de 400 relais dans toute la France. Personnellement, le confinement, je l'ai plutôt bien vécu dans l'ensemble. Il a fallu une petite période d'adaptation, mais je pense que c'était un peu pareil pour tout le monde. Sinon, chez Reconnect, on a essayé de se rendre le plus disponible et utile pour accompagner nos relais dans ce moment particulier, notamment en leur proposant de partager des documents relatifs aux mesures d'hygiène et aux consignes de confinement sur les comptes de leurs bénéficiaires. Et pour les bénéficiaires, on a fait en sorte qu'ils trouvent facilement les structures ouvertes près de chez eux en relayant la carte interactive de Soliguide. Et on a aussi profité pour améliorer le design de notre application mobile dans le but de la rendre encore plus complète et plus facile à utiliser. Et pour ce qui est de la vie quotidienne de l'association, on a réussi à garder un maximum de moments off tous ensemble, même si je pense que on a forcément tous un peu hâte de se retrouver. Donc nous, on travaille avec plusieurs structures qui sont présentes dans les QPV de la ville. Si je devais en citer pour la ville de Lille, il y a notamment le CADA du groupe SOS qui accueille les demandeurs d'asile et les accompagne dans leur parcours. On travaille aussi avec le centre d'hébergement d'urgence de la Sablière qui est géré par la Sauvegarde du Nord et qui lui permet de fournir un hébergement à des personnes en situation de très grande précarité. Mais plus globalement, on intervient dans une typologie de structures très variées avec des publics très différents, mais qui sont tous au cœur d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle, et en fait dont la sauvegarde et l'accès aux documents est une nécessité, notamment pour faciliter les démarches administratives. Et donc en fait, c'est là que notre coffre-fort numérique prend tout son sens, parce que d'un côté, il permet en fait aux bénéficiaires de stocker en toute sécurité une copie dématérialisée de leurs documents, et de l'autre côté, il s'adapte à leur degré d'autonomie et il permet ce partage avec un tiers de confiance, donc un travailleur social, ce qui va lui permettre en fait de pouvoir faciliter et accélérer les démarches administratives de la personne. Et au quotidien, ça se traduit par la formation des travailleurs sociaux à l'utilisation de nos outils, et d'un autre côté, l'accompagnement des bénéficiaires au travers de permanences régulières. On se déplace dans les structures en fait et on aide les gens à créer des comptes, et on aide au scan des documents et on leur montre comment se connecter à leur compte Reconnect. Pour moi, c'est un facteur essentiel pour éviter de creuser les inégalités. À une heure où toutes les démarches administratives ont une vocation à être dématérialisées, on parle de 2022, et où le numérique prend une place de plus en plus importante dans nos vies,
que ce soit dans le monde professionnel, dans la façon de communiquer avec nos proches, on l'a vu avec cette période particulière, ou même dans notre vie quotidienne, je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'on puisse équiper, former et accompagner tous les publics qui en ont le plus besoin pour que ce changement numérique soit réellement une chance pour tous, quoi. Pour prendre un exemple concret, typiquement, toutes les initiatives qui ont permis pendant cette période aux enfants de ces quartiers d'avoir un ordinateur et une connexion Internet pour pouvoir suivre les cours en ligne, c'est typiquement le type d'action à mener, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Si on parle de confinement, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler du mal logement. On sait que dans ces quartiers, il y a beaucoup de logements sociaux qui sont souvent trop petits ou trop occupés, ce qui rend forcément un confinement au quotidien encore plus difficile à vivre que pour la majorité des gens. On sait aussi que la vie de ces quartiers, elle est animée par une vie associative hyper importante, que ce soit par exemple pour les aides alimentaires ou pour les activités extrascolaires pour les enfants. Typiquement, je pense aux centres sociaux. Moi, j'ai grandi dans un QPV et voilà, toutes les vacances scolaires ou toutes les périodes extrascolaires, on les passait au centre social pour pouvoir bouger, aller à la mer, faire plein de choses, quoi. Il y a aussi, je pense, tout un aspect qui est plus économique, avec la fragilisation des emplois, le chômage partiel, et puis forcément tous les contrats courts qui vont pas être renouvelés. Et d'un côté plus numérique, je repense encore une fois aussi à la scolarité, où le choix d'utiliser Internet pour la poursuite de la scolarité pendant la crise sanitaire, ça va forcément creuser des inégalités quand on sait qu'il y a un grand nombre de parents et d'enfants qui sont pas encore forcément à l'aise avec l'outil, quoi. Je pense qu'en fait, il faut qu'on continue tout le travail de coordination qui est en cours depuis quelques temps, notamment avec la création du hub numérique inclusif qui a été lancé l'année dernière, qui s'appelle les assembleurs maintenant, qui fait ce travail justement qui permet de recenser les différents acteurs de l'inclusion numérique et qui permet de s'appuyer sur les points forts de chacun pour arriver justement à ce but commun où tout le monde sait utiliser l'outil numérique et est à l'aise avec, quoi. Donc je pense qu'en plus on a la chance, nous de notre côté, d'avoir un tissu associatif qui est très varié dans la région, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'équipement, que ce soit dans la création d'outils numériques. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on profite de ce vivier et qu'on continue sur ce travail. Donc je pense que ça se divise en plusieurs choses. On peut commencer par faire un diagnostic qui, lui, pour les associations qui sont au contact quotidien des publics, qui vont savoir qui a besoin de quoi. Et je pense que de notre côté, avec les assembleurs, il faut qu'on travaille sur le fait que ce soit extrêmement facile pour ces associations de trouver des partenaires pertinents pour pouvoir former leur public. Et d'un autre côté, je pense aussi qu'il faut qu'on forme les professionnels des structures d'accompagnement qui, eux, finalement, sont au contact quotidien des bénéficiaires. Et il faut qu'on les équipe d'outils numériques qui facilitent ce travail d'accompagnement social, justement.